du clavardage, tout ça. Et voilà. Et maintenant, je vous présente brièvement Kevin Farzani, notre conférencier. Alors, Kevin est conseiller pédagogique, technopédagogique principal au Collège Sainte-Anne. Il est passionné par tout ce qui touche les technologies de l'information et de la communication dans le monde de l'éducation. Kevin est lauréat du prix Recteur 2017 de l'Université de Montréal dans la catégorie collaboration. Et il s'est impliqué dans le milieu de l'éducation en animant des ateliers, notamment à la COPS et au Sommet du numérique, en plus d'être un ancien membre du réseau des répondantiques. Détenteur d'une maîtrise dans le domaine des sciences ainsi que d'un diplôme en enseignement, Kevin voit son intérêt envers les technologies et l'intelligence artificielle. Il s'est accentué cet intérêt-là grâce à des échanges avec des spécialistes, tant locaux qu'internationaux. Il a récemment publié un site qui répertorie des outils d'intelligence artificielle pour le personnel de l'éducation. Je placerai le lien dans l'espace de clavardage. Et Kevin souhaite démocratiser l'utilisation de cette technologie à l'école. Donc, un webinaire prometteur. Bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Salut, bonjour tout le monde. Donc, je pense que Nicole, tu as fait une belle description un peu de qui je suis. Tu as récité mon CV à tout le monde, donc c'est bien. Donc, la présentation d'aujourd'hui va porter sur donc l'intelligence artificielle, évidemment. Fait que je vais présenter un peu qu'est-ce qu'on fait, nous, au Collège Sainte-Anne. Juste pour poser les bases, donc, au Collège Sainte-Anne, on a 6 écoles, 3 écoles primaires, 2 écoles secondaires et un cégep, OK? Donc, vos collégiales, là, évidemment. Et on a mené, depuis la sortie de ChatGPT, disons en novembre 2022, le 30 novembre 2022, on a fait beaucoup de, je dirais, des tests en classe pour essayer de voir, qu'est-ce qui, on va dire, c'est quelles les activités qui intègrent l'intelligence artificielle, lesquelles fonctionnent bien, lesquelles sont peut-être à revoir, quels concepts on préfère aborder, quels concepts on voudrait peut-être, on va dire, améliorer dans le futur. Fait qu'on est beaucoup dans la posture d'essai-erreur. Euh, on est en train de regarder pour éventuellement créer une sorte de progression des apprentissages pour l'intégration de l'intelligence artificielle, mais aussi plus largement des technopédagogies là, au sein de nos institutions. Fait qu'on veut que l'apprentissage de l'intelligence artificielle se fasse dès le primaire jusqu'à la fin du cégep. Fait qu'en toute modestie, la présentation que je vais vous faire, je me suis assuré qu'elle soit adaptée pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire, il y a des concepts que vous allez peut-être connaître, OK, que je vais quand même aborder parce que je vais considérer que vous êtes tous des débutants en la matière, même si ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. OK? Donc, on va débuter sans plus tarder. Je vais partager mon écran, puis si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin. Merci. Donc, l'intelligence artificielle en éducation, la théorie à la pratique. Je me suis déjà brièvement présenté, mais je vais quand même rentrer un peu plus dans les détails. Donc, je suis conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne, conseiller technopédagogique principal. C'est parce que je m'occupe à la fois du primaire, du secondaire et du collégial. Donc, mon mandat à moi, c'est d'accompagner les enseignants, les professeurs dans l'utilisation des outils technopédagogiques, dans leurs activités quotidiennes. Donc, je travaille de pair avec les enseignants, mais ça m'arrive aussi de rentrer en classe pour rencontrer les élèves, les étudiants, répondre à leurs questions, mais aussi les former sur différents aspects de l'intelligence artificielle. Je travaille au sein d'un centre qu'on appelle le Centre d'innovation et d'expertise pédagogique du Collège Sainte-Anne. Donc, grosso modo, on est un département qui se trouve au sein du Collège Sainte-Anne et on est plusieurs conseillers pédagogiques avec des mandats différents qui allons accompagner les enseignants, donc que ce soit en didactique, en technopédagogie, en intelligence artificielle. Puis, outre l'accompagnement, on fait aussi beaucoup de veille, mais donc on va aussi fournir des ressources aux enseignants. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Fait que juste pour remettre les pendules à l'heure, pour être sûr que donc, tout le monde est au même niveau, on va dire, je vais beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative dans la présentation d'aujourd'hui.
Quand je parle d'intelligence artificielle générative, je fais référence à des outils d'intelligence artificielle qui sont capables de générer du contenu. Et depuis la sortie de ChatGPT, il y a un peu plus de 2 ans, on remarque qu'il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle générative qui ont vu le jour. Donc, beaucoup de compétition entre les entreprises, mais beaucoup d'outils aussi qui sont capables d'accomplir diverses fonctions. Donc, on a des outils qui sont capables de générer du texte, de comprendre le langage humain, comme un peu ChatGPT que vous connaissez probablement tous, mais on a aussi des outils qui permettent de générer des images, des vidéos, de la musique, etc. On va en parler un peu aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle générative, ça reste quand même quelque chose, un aspect qui est quand même assez large. Quelques petites statistiques, juste pour vous mettre dans le bateau un peu. Donc, c'est des statistiques qui sont en date de 2023, donc qui proviennent de la firme KPMG. Donc, ce sondage-là a été mené auprès de à peu près 200, un peu plus de 200 étudiants du secondaire, du collégial puis de l'université. Et le sondage stipule qu'il y a un peu plus de la moitié des étudiants au Canada qui vont utiliser l'intelligence artificielle générative pour les aider dans leurs travaux. Il y a près de 90 des étudiants qui disent que la qualité de leurs travaux scolaires s'est améliorée grâce aux outils d'intelligence artificielle générative. Un peu moins de 70 qui vont dire que leurs notes se sont améliorées, puis un peu plus de 80 qui pensent que l'intelligence artificielle générative, ça va devenir une compétence essentielle dans l'avenir. Donc, c'est là l'intérêt de s'intéresser à ce sujet-là dans le domaine de l'éducation. Puis en plus, comme le sondage a été mené en 2023, bien, on peut penser que maintenant, en 2025, ces chiffres-là, ces statistiques-là ont beaucoup augmenté. Donc, il ne faut absolument pas penser que l'intelligence artificielle... donc, il faut absolument, en fait, être conscient que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Quelques petites statistiques qu'on a recueillies, nous, au Collège Sainte-Anne, donc au niveau du cégep. Donc, on a posé la question à nos étudiants pour leur demander, selon eux, quels étaient les avantages qui étaient associés à l'apprentissage, l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Évidemment, quand on leur parle d'intelligence artificielle, la première chose qui leur vient en tête, c'est toujours ChatGPT. Là, ça, je ne vous le cacherai pas. Là. Il y a 3 choses majeures qui sont ressorties. Donc, de un, ça donne un accès rapide aux informations puis aux réponses. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant, puis je vais vous expliquer un peu tantôt pourquoi. Ça leur aide à mieux comprendre des sujets qui sont un peu plus difficiles, puis ça leur aide à brainstormer, donc à trouver des idées puis à démarrer un travail. De l'autre côté, on leur a aussi demandé, selon eux, quels étaient les points de vigilance, donc à quoi il fallait faire attention, en fait, quand on utilise des outils d'intelligence artificielle. Donc, la chose qui est le plus ressortie, c'est la difficulté à distinguer des informations fiables des fausses. Donc, toute l'histoire des fake news. Donc, qu'est-ce qui est vrai versus qu'est-ce qui est faux? Est-ce que tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle est vrai ou pas? La dépendance aux technologies, en d'autres termes, la cyberdépendance, qui est quand même un sujet qui est d'actualité en ce moment. Et finalement, tout ce qui est confidentialité, vie privée. Nous, ce qu'on est en train... En fait, c'est pas vrai. Ce qu'on a fait au Collège Sainte-Anne, puis on a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois, on a créé une politique sur l'intelligence artificielle. Puis pourquoi j'en parle? Puis je suis content parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conseillers pédagogiques ici. Peut-être qu'il y a des directions d'établissement aussi. Je ne le sais pas. Mais je pense que je pense que c'est important que l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein d'un établissement, au cégep, soit quand même encadrée. Puis oui, en éducation, il y a quand même le ministère a publié ses grandes lignes. Donc, il a publié un guide là, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même assez large. Mais je pense que c'est quand même assez intéressant d'avoir en place une politique là, qui va justement, comme je disais, là, encadrer l'utilisation de cette technologie-là, dans l'établissement. Fait que nous, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a créé, il y a 1 an de ça, là, on a créé un comité, OK, sur l'intelligence artificielle. Puis dans ce comité-là, on a invité évidemment des professeurs, qui proviennent des différents ordres d'enseignement, primaire, secondaire, collégial, des directions, mais aussi des conseillers pédagogiques. Puis on s'est mis à réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait inclure dans une politique. Qu'est-ce qui serait pertinent à inclure dans une politique au sein d'une école.
Puis on en est venu à un consensus que, oui, il faut parler d'utilisation éthique et responsable, mais on a divisé notre politique en 4 grands chapitres. La diversité, la responsabilité, l'agentivité, donc la responsabilité humaine, confidentialité éthique des données et transparence et intégrité académique. Puis notre politique, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer en ce moment, mais elle vient tout juste d'être entérinée. Donc, on va la publier très bientôt. Puis, on pense que ça pourrait être intéressant peut-être que d'autres cégeps ou d'autres écoles s'en inspirent aussi. Puis, j'invite vraiment fortement les personnes qui sont présentes aujourd'hui, les conseillers pédagogiques, bon, tout le monde, à réfléchir aussi à mettre en place une politique au sein de votre établissement. Parce que vous le savez probablement, mais les professeurs, les enseignants se questionnent beaucoup sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire en classe en lien avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est considéré comme de la triche, qu'est-ce qui est permis, c'est quoi les limites, jusqu'où je peux faire d'intelligence artificielle en classe, jusqu'où est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle, on va dire, est éthique, est permise au sein de mes cours. Fait que ça, un peu, cette politique-là va venir un peu encadrer ça. Puis j'ai vraiment hâte qu'elle soit publiée. Là. On va la publier bientôt pour qu'elle soit disponible pour tout le monde. Fait que vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi les grandes lignes. On est aussi en train de travailler sur une progression des apprentissages. J'en ai parlé tantôt. Notre principal défi, c'est qu'on est 6 écoles. Donc, on a école primaire, secondaire, collégiale. Fait qu'on essaye de créer une progression pour que les élèves apprennent bon, c'est quoi l'intelligence artificielle, l'éthique qui est derrière ça aussi, mais l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, comment on utilise correctement l'intelligence artificielle, comment on rédige correctement nos instructions, nos prompts. Donc, on est en train de rédiger, on est en train de travailler sur une progression des donc, c'est ça. On est en train de travailler sur cette progression-là. On espère qu'elle va être prête pour l'année prochaine. Donc, voilà. On offre aussi des formations aux professeurs, aux éducateurs, éducatrices, là, de façon générale. Donc, je vous ai mis en avant là, un exemple de formation qu'on donne à nos professeurs. Peut-être que ça peut, les conseillers pédagogiques qui sont ici, peut-être que ça peut vous inspirer. Et finalement, bon, on a créé au Collège Sainte-Anne un site sur l'intelligence artificielle en éducation. Donc, il y a plusieurs guides, tutoriels, des boîtes à outils, des vidéos. Donc, si jamais vous êtes intéressé à prendre connaissance de ce site-là, j'ai mis un code QR ainsi que le lien vers la présentation à l'écran. Donc, vous pouvez y accéder sans problème. Je vais juste regarder parce que j'ai entendu un petit bruit ici. Je vais juste être certain que tout le monde m'entend toujours. Je pense qu'il n'y a pas de problème. OK. Parfait. Il y a eu un petit peu de coupure, Kevin. Je ne sais pas si c'est dû à quoi c'est dû, mais il y a eu 2 petites coupures de À quel son. endroit? Ben, il y a quelques secondes. OK. Est-ce que c'est nécessaire que je reprenne ou. Ça a été quand même relativement bref, à moins que les gens veuillent qu'on a compris quand OK. même. C'est ce que Mathieu dit, Mathieu Lépine. OK. Parfait. Désolé pour ça. Donc, C'est pas grave. c'est les joies de la technologie, si on veut. OK. Donc, je ne sais pas si tu voulais, Nicole, qu'on prenne des questions tout de suite ou si j'enchaîne tout de suite Moi, je te avec la laisse suite. enchaîner. Il y avait une petite question de Serge Piché qui demandait bon, est-ce que la publication va être sous licence et C-BY idéalement? La publication de la politique? J'imagine que c'est de la politique dont il parlait. OK. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut avec la politique, dans le fond, on s'attend à ce que les écoles puissent s'en servir comme, pas nécessairement comme gabarit, mais puis qu'ils puissent s'en inspirer, que les cégeps puissent s'en inspirer pour élaborer leur propre politique, là. On ne prévoit pas la mettre sous licence, non? Merci. Alors, tu peux continuer, Kevin, pas de problème. J'ai Parfait. hâte de voir les suites. Oui. Donc, comme je vous disais, la présentation d'aujourd'hui, j'aborde beaucoup les bases parce que je pars du principe que, bon, tout le monde est débutant là, avec l'intelligence artificielle, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Je voulais juste vous parler un peu, parce que je vais l'aborder un peu plus tard dans la présentation. Qu'est-ce que c'est l'hallucination?
Donc, je sais que dans le guide du ministère, il parle de fabulation, mais le concept revient au même. Quand on parle de l'hallucination, de la fabulation de l'intelligence artificielle, c'est le principe que l'intelligence artificielle va parfois présenter des informations qui sont fausses comme étant vraies. Donc, des fois, quand vous allez poser des questions, quand les étudiants vont poser des questions à l'intelligence artificielle, c'est possible que l'intelligence artificielle génère une réponse, mais que le contenu de cette réponse-là ne soit pas exact. Puis ça, c'est un vrai problème parce que les étudiants, les jeunes, puis même nous, les adultes, on ne se rend pas nécessairement compte que la réponse de l'intelligence artificielle peut ne pas être totalement vraie. Puis c'est un peu, tu sais, j'en reviens, moi, quand j'étais plus jeune, pas pour dire que je suis vieux, là, mais quand j'étais plus jeune, Wikipédia, bon, nos professeurs, nos enseignants nous disaient toujours de faire attention au contenu qui était là-dessus parce que tout le monde pouvait modifier Wikipédia, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est le même principe avec l'intelligence artificielle dans le sens où il faut quand même que les étudiants y apprennent à être critiques envers ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Même si, très souvent, ce qui est généré, ça fait du sens. Okay? On ne se le cachera pas. Il faut quand même que les élèves puissent être capables d'aller contre-vérifier les informations, puis de réfléchir, puis d'analyser, puis de se dire, est-ce que ce que ChatGPT m'a rédigé, ça fait du sens ou pas? Puis ça, c'est un enjeu, c'est un véritable enjeu. Et ce n'est pas si facile que ça de pouvoir développer cette pensée critique-là chez les jeunes, même au collégial. Quelques petits exemples ici, regardez. Ça, c'était une ancienne version de ChatGPT, mais quand même. J'avais demandé à ChatGPT de donner une citation de Christophe Colomb. Donc, il m'avait généré une réponse. Puis finalement, j'y ai reposé une question pour confirmer si la réponse qu'il m'a donnée était bonne ou pas. Et il m'a dit, non, je m'excuse. Je pense qu'il y a une confusion. La citation que j'ai fournie n'est pas attribuée à Christophe Colomb. Le vrai problème là-dedans, c'est que la plupart des étudiants, ils vont faire la première étape, mais ils ne vont pas comme revérifier si ce qui a été généré par l'intelligence artificielle est bon ou pas. Fait que c'est là un peu le danger. OK? Fait que je confirme que cette citation-là, si Christophe Colomb n'a jamais dit ça, c'est quand même une ancienne version de ChatGPT, mais ça arrive quand même avec la nouvelle version encore. Il faut faire attention à ça. Autre petit exemple, encore avec une version antérieure de ChatGPT. J'avais demandé à l'outil de fournir des sources et malheureusement, oui, il m'a fourni des informations, mais toutes les sources étaient inexistantes. Donc, j'ai cliqué sur tous les liens et il n'y en a aucune qui existe. Donc, je me suis questionné à savoir si ce qu'il m'avait généré, c'était bon ou pas. Fait que les étudiants, c'est la même chose. Ils vont probablement rechercher des informations sur le robot conversationnel. Ils vont prendre pour acquis que ce qui est généré, c'est vrai. Ils ne vont pas nécessairement prendre le temps de cliquer sur les sources. Ils vont copier-coller ça dans un travail. Ils vont mettre ça. Donc, il y a des questions à se poser à ce niveau-là aussi. Là. La nouvelle version de ChatGPT, c'était un peu amélioré quand même. Je vais quand même dire, petit conseil que je donne, si jamais, je ne sais pas s'il y a des professeurs, des enseignants ici, sûrement, dans le webinaire. Mais si jamais vous autorisez les étudiants à faire de la recherche d'informations avec l'intelligence artificielle, bien à ce moment-là, je vous préconise l'outil Copilot de Microsoft plutôt que ChatGPT, parce que toutes les réponses qui sont fournies par Copilot, dans le fond, vont être des informations qui sont à jour. Okay? Donc, si jamais il s'est passé quelque chose hier, bien, Copilot va pouvoir vous le dire versus ChatGPT. Puis, normalement, Copilot va avoir tendance à fournir des sources qui vont être un peu plus crédibles que ChatGPT va avoir tendance à le faire. OK? Fait que, petit conseil, vous avez des travaux, vous voulez que vos élèves fassent de la recherche d'informations, conseillez-leur Copilot plutôt qu'un outil comme ChatGPT. Par contre, là, je ne suis pas en train de cracher sur ChatGPT. Hein. ChatGPT il est super bon pour rédiger du texte, mais n'empêche que à mon avis, Copilot est meilleur pour rechercher des informations sur le web puis fournir des sources qui sont crédibles. Donc, voilà, je ne veux pas nécessairement passer ça en revue. Bon. Au niveau des biais, il faut être conscient, puis ça, c'est quand même assez récent. Il faut être conscient que, ChatGPT n'est pas exempt de biais, puis n'importe quel robot conversationnel, hein, l'intelligence artificielle n'est pas exempt de biais.
Donc, on dit souvent que l'intelligence artificielle est un reflet de la société, donc va amplifier les stéréotypes, les préjugés qui sont présents dans la société. J'ai quelques exemples ici pour vous. Donc, image de joueur de basketball. La première image qui a été générée, c'est ça. Image d'une personne intelligente. Donc, la première image qui a été générée, c'est un homme avec des lunettes qui se trouve dans une bibliothèque en train de lire un livre à la peau blanche. Donc, on peut se questionner sur où est-ce que avec quelles données est-ce que ChatGPT a été entraîné, t'sais? Donc, il faut que les étudiants soient conscients de ce genre de choses-là. Puis nous, on a fait une activité au Collège Sainte-Anne. Donc, c'était en art numérique. Et donc, on a fait lire un texte aux étudiants. Et dans ce texte-là, bon, c'était un court texte. C'était l'histoire d'un forgeron. Et on n'a pas trop donné de détails physiques sur le forgeron en tant que tel, mais on a parlé beaucoup de l'environnement dans lequel il se trouvait, de tout ce qui est, on va dire, toute la psychologie derrière ce forgeron-là. Et c'est quoi son comportement, c'est quoi son attitude, etc. Euh, et donc, on a demandé aux étudiants de nous montrer c'est quoi les images qui avaient été générées. L'outil qu'on a utilisé, c'était Firefly, peut-être, je ne sais pas si les gens connaissent ici, Adobe Firefly. Et les étudiants nous ont montré, grosso modo, les images du forgeron qui avaient été générées par l'intelligence artificielle. On n'avait rien donné comme information par rapport à la coupe de cheveux, par rapport à la barbe, par rapport à la couleur de peau et tout ça. Et souvent, on voyait que le forgeron qui avait été généré, c'était un homme à la peau blanche, avec des cheveux, avec une barbe, et toujours souvent dans le même environnement. Et c'est là qu'on a fait comprendre aux étudiants que ChatGPT, bon, c'est pas exempt de biais parce que la plupart des forgerons, bon, ne ressemblaient pas nécessairement à ça. Donc, il y avait quand même une certaine diversité au niveau de l'apparence des forgerons. Puis, ça s'explique en grande partie par le fait que ChatGPT a été beaucoup entraîné avec des données qui proviennent des Amériques, donc de l'Occident, ce qui explique pourquoi on va dire, les ethnies, les cultures qui proviennent de l'Orient sont peut-être sous-représentées dans les réponses qui sont générées. Donc, quelque chose que les étudiants doivent quand même faire attention. Donc, au niveau du droit d'auteur, ça, c'est un vrai enjeu, que ce soit au collégial, que ce soit au secondaire. Est-ce qu'on doit citer l'intelligence artificielle? Il n'y a pas de consensus. En fait, il n'y a pas vraiment de règlement, pardon, à ce niveau-là. C'est vrai que l'APA, donc si on va sur le blog de l'APA, ils ont publié donc une procédure pour un modèle, dans le fond, euh, pour pouvoir citer l'intelligence artificielle quand elle est utilisée dans le cadre d'un travail. Puis je pense que c'est quand même important de le partager, ça, avec les étudiants. Donc, si jamais les étudiants utilisent un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour reformuler une partie de texte ou pour les aider dans un travail ou, donc, je ne sais pas, pour générer une image, il existe une façon de pouvoir le citer dans son travail. Et ça, la plupart des étudiants ne le feront évidemment pas. Mais ça peut être quand même intéressant d'expliquer aux étudiants que c'est quand même quelque chose qui est important à faire. Donc, il y a on va dire, c'est éthique de le faire. J'ai mis la procédure ici à l'écran. Vous aurez accès à la présentation. Donc, vous pourrez voir, grosso modo, là, comment il faut faire pour pouvoir citer l'intelligence artificielle dans le travail, que ce soit à l'intérieur d'un texte ou à la fin dans les références. Petit exemple ici, ça reste encore dans le domaine des arts, mais je pense que c'est intéressant de vous le montrer. Donc, c'est une toile de Vincent Van Gogh. Je vous le dis tout de suite, la vraie, c'est celle de gauche. On a demandé à des étudiants en art en fait, on a demandé aux étudiants laquelle pensaient qu'il était vraiment, donc, il avait vraiment été créé par Vincent Van Gogh. Et la plupart ont pensé que c'était celle de droite parce qu'elle était plus colorée, malgré que c'était celle de gauche. Et ça, c'est selon moi un vrai problème parce que maintenant, on peut se servir des générateurs d'images pour générer des œuvres dans le style d'un artiste quelconque. Ça, je pense que c'est un point auquel il faut faire quand même très, très attention. Confidentialité, vie privée, protection des données.
Donc, évidemment, l'intelligence artificielle, donc des outils comme ChatGPT, s'entraînent à partir des données qui lui sont fournies. Il existe une façon, en allant dans les paramètres, de s'assurer que toutes les informations qui sont fournies à ChatGPT restent confidentielles, donc que ChatGPT ne s'entraîne pas à partir des données. Donc, j'ai mis la procédure à l'écran. Encore une fois, ça peut être intéressant, de le partager avec les étudiants parce que souvent, ils ne vont pas nécessairement se questionner pour savoir si. Donc, ils vont fournir des informations personnelles à l'intelligence artificielle sans penser à l'impact que ça pourrait potentiellement avoir. Donc, le fait que, bon, justement, l'intelligence artificielle s'entraîne à partir de ces données-là, on ne sait pas où ça se ramasse, ces informations-là. Si on veut être sûr que l'intelligence artificielle ne s'entraîne pas à partir de nos données, on peut suivre la procédure qui est à l'écran pour rester, on va dire, anonyme. Snapchat, MyAI, j'en parle très brièvement parce que je sais qu'il y a des étudiants qui ont des connaissances virtuelles intégrées. Souvent Excuse-moi, Kevin, excuse-moi, Oui, Kevin, oui, oui. on t'a perdu à partir du moment où tu es arrivé à cette diapositive-là. Je viens à peine de la commencer. Je m'excuse. OK. Celle-là? Oui. Bon, OK. Fait que dans le fond, je sais qu'il y a beaucoup. C'est-tu correct? Oui. Parfait. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, bon, du niveau collégial qui vont utiliser des outils comme, comme Snapchat, là, et dans leur vie quotidienne. Là. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose donc, qui vont dire qui est indifférent aux étudiants. Et donc, les étudiants vont pouvoir converser avec une intelligence artificielle, un assistant virtuel qui s'appelle MyAI, et peuvent lui fournir des informations personnelles. Et cette intelligence artificielle-là, cet assistant virtuel-là, peut aussi leur demander donc de fournir des images, des informations. Donc, il faut être conscient que l'information qui est fournie à l'assistant virtuel, à MyAI, donc peut être utilisée pour entraîner la machine. Et ça, malheureusement, plusieurs étudiants vont interagir avec cet assistant virtuel-là sans penser aux enjeux qui sont liés à ça. Donc, plusieurs jeunes vont interagir avec l'intelligence artificielle derrière Snapchat, là, le MyAI. Ils ne vont pas nécessairement se questionner sur comment leurs informations personnelles pourraient être utilisées. Donc, si vous avez des jeunes, que ce soit à l'école ou si vous êtes parents, donc c'est important de peut-être leur expliquer aussi, de faire attention aux informations qu'ils vont fournir à cet assistant virtuel-là. Donc, bref parenthèse. Au niveau de la tricherie puis du plagiat, je sais que c'est vraiment quand même un gros enjeu en ce moment, que ce soit au cégep, que ce soit au secondaire. Là. Généralement, ce que moi je dis, c'est d'éviter autant que possible les outils de détection. Je sais qu'il y en a énormément. Il y a Turnitin, GPT-Writer, GPT-0, vous les avez peut-être déjà entendus. Il y en a même un qui a été créé ici à Montréal, au Québec, Draft and Goal. De façon générale, pour avoir fait beaucoup de tests, pour en avoir parlé à mes collègues, je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas toujours fiables, ces outils-là. Okay? Des fois, ils vont penser qu'un texte qui a été généré par un humain, qui a été créé par un humain, a été généré par l'intelligence artificielle et vice-versa. Donc, je me sentirais mal de conseiller à un professeur de se servir d'un détecteur de plagiat pour affirmer qu'un élève a triché ou pas dans un travail. Okay? Je vais quand même. En fait, c'est pas vrai. Je pense que la chose la plus importante, c'est que quand on a un doute sur le travail d'un élève, particulièrement quand c'est une rédaction d'un texte, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est peut-être de questionner l'élève verbalement. Souvent, un élève qui va avoir généré un texte par l'intelligence artificielle ne va pas nécessairement l'avoir lu de fond en comble. Donc, si vous le questionnez par rapport au texte en tant que tel, il ne sera pas capable de vous expliquer de façon détaillée le contenu qui se trouve à l'intérieur de ce texte-là. Okay? Donc, le questionnement oral, ça peut être une très belle façon de déceler si un élève aurait potentiellement triché ou pas dans un travail. Donc, les détecteurs de plagiat, moi, j'ai on va dire un petit hic avec ça. Okay?
Cependant, il existe un outil que moi j'ai présenté aux professeurs à Sainte-Anne il y a quand même, environ un an de ça. Et je le trouve quand même intéressant. Cet outil-là fonctionne seulement avec les outils de Google, donc avec Google Docs, avec Google Slides, etc. Mais ce qui est intéressant, puis je vais le jouer à l'écran là, en espérant que ça ne soit pas trop saccadé là, de votre côté, là. Donc, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il va vraiment venir, faire une espèce de replay de tout ce qui s'est passé à l'intérieur d'un document, à partir du moment de sa création jusqu'à la fin. Fait que là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un étudiant qui a remis un travail avec Google Docs et le professeur, avec l'outil Revision History, il est capable de voir que l'étudiant il a supprimé quelques petits éléments. Je vais le remettre ici là, pour que vous le voyez bien. Là. Vous voyez, l'étudiant a juste fait un copier-coller du texte, puis il est allé supprimer les symboles, hein, parce que souvent, quand on fait du copier-coller, bon, il y a des petits symboles comme ça qui se rajoutent. Puis, ensuite de ça, il est allé, vous allez le voir là, dans quelques secondes, bon, il est allé rajouter un petit passage par lui-même, puis vous voyez qu'il y a une petite faute d'orthographe ici. Je me demande quasiment si l'étudiant n'a pas fait exprès. Et c'est comme ça que le professeur a été en mesure de comprendre que l'étudiant avait triché. Donc, il a confronté l'étudiant, puis l'étudiant il a finalement avoué qu'effectivement, il avait utilisé l'intelligence artificielle dans son travail. C'est sûr que ce n'est pas toujours infaillible, mais ça peut vous donner quand même une idée de s'il y a eu un... Si vous avez un doute par rapport à un étudiant, c'est une extension qui peut être utilisée dans Google Chrome qui peut vous aider à confirmer, si on veut, vos doutes. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il va vous dire c'est quoi la quantité de temps que l'étudiant a passé sur un travail. Fait que mettons que l'étudiant vous remet un Google Docs de 3 pages, puis que finalement, il a juste passé 5 minutes dessus, ben, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des copier-coller ou pas? T'sais? Fait que super bel outil qui peut servir à déceler les cas de tricherie. Impact environnemental de l'intelligence artificielle, j'en parle brièvement. Je pense que c'est un aspect qu'on ne parle peut-être pas assez souvent. Une conversation moyenne avec l'intelligence artificielle, mais avec ChatGPT plus particulièrement, ça consomme de façon générale 500 millilitres d'eau pour une conversation, on va dire avec quelques requêtes quand même, là, pas juste une. Donc, 7 kg de dioxyde de carbone par gigaoctet pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc beaucoup de pollution quand même. Et l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle demande 626 000 kg de CO2. Fait qu'on comprend ici que, l'intelligence artificielle, on ne l'utilise pas comme juste pour le fun, on l'utilise vraiment juste quand c'est absolument nécessaire. Fait que c'est peut-être intéressant que les jeunes comprennent ce principe-là, puis qu'ils n'utilisent pas juste l'intelligence artificielle pour poser des questions niaiseuses ou juste pour le fun, mais juste quand ils en ont vraiment besoin. Parce que ça a quand même un impact environnemental qui est très significatif. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y avait des questions? Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais il y a quand même des commentaires dans l'espace de clavardage là, pour ta position sur le plagiat. Moi, j'approuve ta position, etc. Donc, c'est dynamique, mais il n'y a pas de questions pour le moment, Kevin. Parfait. Est-ce que tu veux me faire part des commentaires ou est-ce que j'enchaîne tout de suite avec d'autres Moi, je exemples te laisserai d'activités? enchaîner parce que j'ai bien hâte d'entendre les suites, égoïstement parlant. Excellent. Quelques exemples d'activités qu'on peut faire au cégep. Puis ça, ce n'est pas des activités que j'invente, c'est des choses qui ont vraiment été faites dans notre école. Là. En philo, là, je ne sais pas s'il y a des profs de philo ici, là, pour les conseillers pédagogiques, ça peut être utile aussi. Donc, c'est vraiment le fun parce que ChatGPT, mais les chatbots de façon générale, vont être capables de débattre sur des sujets. Donc, ça peut être une excellente façon de développer la pensée critique chez les étudiants. Et donc, les étudiants peuvent donner des arguments, puis lire les contre-arguments qui sont fournis par l'intelligence artificielle ou vice-versa. Donc, c'est une excellente façon de pouvoir argumenter avec des philosophes. Hein. On peut demander à ChatGPT de prendre le rôle de Socrate, de prendre le rôle
je ne sais pas, moi, je m'excuse, je ne suis pas un philosophe, là, mais de prendre le rôle d'Aristote, donc des philosophes qui sont quand même assez connus, là, et donc poser des questions, débattre sur des enjeux. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait, nous, en classe. Donc, ça peut être vraiment un super bel outil pour approfondir puis pour réfléchir, là, surtout pour développer la pensée critique des jeunes. Et en ce sens-là, il existe un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Character.ai et ça permet vraiment de discuter, d'interagir, de débattre avec des philosophes de l'Antiquité. J'ai mis l'exemple d'Aristote, c'est le premier qui me vient en tête, mais écoutez, sur ce site-là, il y a tellement de personnages avec lesquels on peut interagir. Donc, ça peut être intéressant pour les étudiants d'aller justement vérifier si leurs arguments font du sens, voir c'est quoi les contre-arguments qui existent, puis débattre justement avec ces personnages-là de l'Antiquité. Donc, pour développer, j'aime beaucoup ce terme-là, mais pour développer leur capacité de réflexion, pour développer leur pensée critique. Donc, Caractère.ai est vraiment un super site. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Au niveau des sciences, Machine Learning for Kids, ce n'est pas juste destiné aux gens du primaire, du secondaire. Pour les étudiants du collégial, ça peut être super pertinent. Donc, ça permet de comprendre les bases du machine learning, donc en français, de l'apprentissage automatique. Donc, les étudiants peuvent entraîner une machine. OK? J'ai mis un exemple très basique là, ici à l'écran. Donc, ils peuvent comprendre un peu comment fonctionne l'apprentissage automatique à partir de Machine Learning for Kids. Et petite parenthèse aussi, je sais que Google, pour les gens qui sont à Montréal, peut-être, je sais que à Montréal, Google permet, donc offre des formations aux étudiants sur justement le machine learning, sur l'apprentissage automatique. On avait invité nos jeunes, nous, à aller dans leurs locaux justement pour en apprendre plus. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, là. Je ne sais pas s'il existe d'autres Google a d'autres branches ailleurs au Québec, là, mais c'est quelque chose qui est quand même qui est possible de faire là, avec les jeunes. Petite parenthèse ici, des outils, là, je présente rapidement là, parce qu'on parle de science. Là. Consensus, donc un moteur de recherche qui est propulsé par l'intelligence artificielle, qui utilise la technologie, l'intelligence artificielle pour trouver des infos dans des publications scientifiques. Ça fonctionne mieux en anglais, oui, mais quand même, maintenant, il comprend bien le français. Donc, ça peut être très intéressant. Et finalement, Curie, dont vous avez peut-être entendu parler, publié par Springer Nature, un éditeur qui est très populaire, donc qui est un assistant de rédaction scientifique qui est propulsé par l'intelligence artificielle. Et pour les étudiants qui veulent rédiger un article scientifique, ça leur suggère des modifications live, là, en temps réel, pour que ce qu'ils rédigent corresponde vraiment à ce qui est attendu d'une publication, d'un article scientifique. Donc, voilà. En langue, donc français, anglais, peu importe. Pour la compréhension de lecture, l'intelligence artificielle, ça peut être super intéressant. Donc, si on veut savoir si un élève a bien compris qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans un livre, on peut lui demander peut-être de générer un peu le portrait global d'un suspect dans un livre, d'un personnage, dans un livre d'une victime, si on veut, dans le cas d'un roman policier. Puis cette image-là qui a été générée par l'intelligence artificielle, ça n'a pas nécessairement besoin d'être seulement basé sur des caractéristiques physiques, mais ça peut aussi être sur des caractéristiques comportementales ou psychologiques donc du personnage. Fait qu'on pourrait très bien demander à l'étudiant, après avoir lu un livre, d'aller générer, selon lui, à quoi ressemblait le personnage principal d'un roman en tenant compte des caractéristiques physiques et des caractéristiques psychologiques. On peut aussi, puis ça c'est quelque chose, encore une fois, quelque chose qu'on a fait au niveau du collégial. On demande aux étudiants d'écrire premièrement un texte sur un sujet spécifique sans utiliser l'intelligence artificielle, puis on leur demande de faire générer le même texte, mais en utilisant l'intelligence artificielle. Puis l'objectif pour les étudiants, ça va être de critiquer les textes. Donc, faire sortir les points forts, les points faibles du texte qui a été créé par l'humain versus le texte qui a été généré par l'intelligence artificielle. C'est le fun aussi parce que ça permet ça permet de faire comprendre aux étudiants c'est quoi les limites de l'intelligence artificielle en termes de rédaction.
en termes de rédaction de texte. Bon, ça, c'est très... Ça, j'aime ça le présenter parce que je trouve ça tellement le fun. Mais ça, puis je suis tout transparent, on l'a fait au secondaire, mais quand même, les générateurs d'images, puis je suis sûr que vos étudiants les utilisent. On a demandé à des élèves de reproduire le portrait de leur prof dans le passé, dans le présent, dans le futur. L'exemple que vous voyez là, c'est un exemple qui provient d'un élève, mais ça lui a pris beaucoup d'essais-erreurs à le faire. Puis tout ce qu'on voulait démontrer aux étudiants, c'est que les outils de génération d'images, ce n'est pas parfait. Puis des fois, l'instruction que tu donnes à ton outil de génération d'images, il faut que tu la peaufines. Des fois, il faut que tu traduises des mots en anglais. Des fois, il faut que tu trouves des synonymes parce que l'intelligence artificielle, elle ne comprend pas nécessairement tout ce que tu lui dis. Fait que pour parvenir à un résultat qui est fidèle, il faut quand même que tu fasses beaucoup d'essais-erreurs. C'est une activité que les étudiants ont trouvé super le fun. Puis, au fond, nous, ce qu'on voulait vraiment faire comprendre, c'est pas toujours parfait, l'intelligence artificielle. Ça a ses limites. Donc, il faut faire de l'essai-erreur pour parvenir à un résultat qui fait du sens. Il existe un site, ça a été créé par Google, qui permet d'apprendre, lors de la bonne rédaction, lors du prompt, quand on fait de la génération d'images. Vous allez la voir parce que la présentation va vous être partagée un peu plus tard. Mais c'est Say What You See. C'est une plateforme qui a été créée par Google. Et donc, ça permet donc aux étudiants de trouver c'est quel prompt, dans le fond, qui a servi à générer une image en particulier. Donc, c'est super intéressant parce que lors du prompt, le fait de pouvoir bien rédiger une requête, c'est quand même quelque chose qui est très important selon moi là, en 2025. Là. Donc, c'est une super belle façon pour les jeunes de s'entraîner à ce niveau-là. On a créé au Collège Sainte-Anne des protocoles, des procédures pour permettre justement aux jeunes, mais aussi aux professeurs de un peu s'initier à l'art du prompt, l'art de la rédaction de bonnes instructions, que ce soit pour générer du texte ou pour générer des images. On a créé on va dire des procédures. Là. Et vous allez voir que finalement, c'est vraiment un art de savoir comment interagir avec une intelligence artificielle. C'est vraiment un art, mais c'est quelque chose de super important. Puis la plupart des gens ne vont pas nécessairement suivre ces protocoles-là à la lettre, ils vont quand même venir à un résultat qui fait du sens. Mais je vous garantis qu'en suivant ces procédures-là, on arrive à un résultat qui est vraiment de haute qualité. Donc, quelque chose qui est super intéressant. Puis d'ailleurs, on le voyait, là, il y a des offres d'emploi, vous les avez peut-être vu apparaître. Ils recrutaient des gens, justement, qui sont capables de bien rédiger des prompts quand ils doivent, pour interagir avec l'intelligence artificielle. Là. Donc, c'est ça qui démontre que l'art du prompt, c'est quelque chose qui est quand même très important. C'est quelque chose qui est recherché dans l'industrie. Projet Réfugiaide, j'en parle très rapidement parce que c'est un projet qui a été fait en culture et citoyenneté québécoise. Là. Plus au secondaire, ça peut peut-être être intéressant en philosophie, pour les professeurs de philosophie. Il existe des outils qui permettent de créer des robots conversationnels. C'est ce qu'on a demandé à nos jeunes de faire. Et le fait de pouvoir créer un robot conversationnel, le gros avantage, c'est que ça leur permet de développer, oui, leurs compétences numériques. Mais bon, je l'ai créé à l'écran, donc ça permet à l'étudiant d'avoir une posture un peu plus empathique parce que ça lui permet de réfléchir aux besoins des utilisateurs. Fait que grosso modo, ce qu'on avait demandé aux étudiants de faire, c'est de créer un robot conversationnel qui est capable on va dire, de guider les personnes immigrantes, qui est capable de leur expliquer un peu c'est quoi les grandes lignes. Donc, c'est quoi au Québec, dans le fond, c'est quoi les politiques principales qui existent au Québec, c'est quoi le mode de vie au Québec. Et les étudiants ont créé des robots conversationnels qui répondent aux immigrants par rapport donc à la culture québécoise. Donc, quelque chose de super intéressant qu'on peut faire avec les étudiants. Donc, l'outil s'appelait Power Virtual Agents. L'outil est rendu payant maintenant, c'est Copilot Studio, mais il existe maintenant donc un outil qui s'appelle Po et qui permet de créer des robots conversationnels gratuitement. Production de balado, ça peut être super intéressant aussi. Je ne veux pas nécessairement trop rentrer dans les détails ici. On a demandé à des jeunes de créer un balado sur l'intelligence artificielle. On a fait appel à l'équipe de la puce à l'oreille pour qu'ils viennent aider les jeunes à créer leur balado.
Donc, ça peut être une façon comme une autre de demander aux élèves de s'exprimer au sujet de l'intelligence artificielle. Très rapidement, je vais regarder combien de temps il me reste, 10 minutes. Donc, on est en train de travailler en ce moment à Sainte-Anne sur la création d'un assistant virtuel qui est intégré au cours. On se concentre beaucoup sur Moodle, puis je sais qu'au Cégep, Moodle est quand même relativement utilisé. Ce n'est pas le cas pour tous les Cégeps, mais ça reste une plateforme qui est quand même très utilisée de façon générale. Et l'assistant virtuel qu'on crée, on l'a créé en collaboration avec une compagnie québécoise. Puis, donc, grosso modo, on pense que, cet assistant virtuel-là va permettre de faire épargner du temps aux professeurs parce qu'on veut que l'assistant virtuel agisse comme on va dire, une espèce de tuteur. Donc, quand les étudiants se rendent dans leur cours sur Moodle, ils vont avoir une petite icône en bas à droite. En cliquant dessus, ils vont être capables de poser des questions par rapport à la matière que le professeur a donnée dans le cours. Donc, le tuteur est entièrement gratuit. Il est disponible 24 heures, 7 jours. Fait que plus d'étudiants qui contactent à 23 heures pour vous poser une question à 3 heures du matin. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, on veut que les étudiants, on veut décharger, on veut le professeur, les enseignants, des questions qui pourraient lui être posées, surtout à des heures qui sont un peu non conventionnelles. Quelques exemples des questions auxquelles il est capable de répondre. Donc, il est capable de localiser des informations à l'intérieur d'un espace de cours. Il est capable donc, si vous avez abordé certains concepts dans votre matière, il est capable de les simplifier. Il est capable de vous les vulgariser. Il est même capable, si vous avez déposé des vidéos sur votre site de cours, il est capable d'aller extraire votre voix, puis d'expliquer, de résumer ce que vous avez dit. Donc, bon, il parle. Je sais que les examens, c'est super important pour les étudiants. Donc, il est capable de donner aux étudiants les deadlines, donc les dates limites pour effectuer un travail. Il est aussi capable de créer des questionnaires de révision, donc ce qui peut être super intéressant pour les professeurs. Donc, au lieu que ce soit vous qui vous consacrez du temps pour créer des questionnaires de révision sur la matière pour les étudiants, l'étudiant peut lui-même aller interagir avec l'intelligence artificielle pour créer ses propres questionnaires de révision en lien avec la matière que vous avez donnée. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. Puis moi, honnêtement, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'explorer donc les capacités de l'intelligence artificielle en classe. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je sais que des fois, on a des craintes parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut pousser la chose, mais essayez des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche moins bien, voyez qu'est-ce que vous pouvez améliorer. N'hésitez pas à recueillir les rétroactions des étudiants. Nous, c'est ça qu'on fait. Souvent, quand on fait une activité qui intègre l'intelligence artificielle, on demande aux étudiants comment ils ont perçu ça. Puis, en fonction de leurs réponses, on améliore l'activité. Donc, faites aussi attention aux principes éthiques, responsabilité. Je sais que, j'ai parlé d'hallucination, droit d'auteur et tout ça tantôt. Donc, je sais qu'au Cégep, c'est peut-être moins problématique, mais l'histoire des restrictions d'âge, souvent, les outils d'intelligence artificielle vont être il faut soit avoir 13 ans et plus pour pouvoir les utiliser ou soit 18 ans et plus. Donc, ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Donc, toujours inviter les jeunes quand même à lire les conditions d'utilisation avant d'utiliser un outil d'intelligence artificielle. Puis même vous, quand vous proposez un outil d'intelligence artificielle, lisez la politique de confidentialité vie privée, lisez les conditions d'utilisation pour savoir comment les données sont utilisées. Merci, Kevin. Il y a des Il n'y a pas de questions. problème. Oui. Il y a des questions et c'est extrêmement intéressant. En même temps, on est émerveillés, puis en même temps, on a aussi tous nos questionnements. C'est tellement nouveau, mais c'est comme dans un article que je lisais récemment. Il est incontournable que l'école utilise et enseigne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça va faire partie d'à peu près toutes les tâches de demain. Et demain, c'est bientôt. Alors, merci pour toutes ces informations. Il y a quelqu'un qui pose la question, H. Ali Miri. Est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que l'IA générative favorise l'apprentissage? Si oui, est-ce qu'on peut avoir des références? Moi, je vais répondre à ça en toute transparence. Nous, on est en train de travailler là-dessus. Dans le fond,
dans notre cégep, on est en train, avec un professeur de philosophie, un professeur de biologie, on est en train de tester un assistant virtuel qui s'appelle Personify. On est en train de voir si, donc on a différents échantillons d'étudiants, on est en train de voir si effectivement les étudiants qui utilisent les assistants virtuels ont un certain... Est-ce que ça, en fait, l'assistant virtuel a un impact positif sur les apprentissages de ces étudiants-là versus ceux qui n'utilisent pas l'assistant virtuel? Fait que je préfère ne pas me prononcer là-dessus pour le moment. Est-ce qu'il y a des études soutenues pour le moment à ce sujet-là? Je n'en suis pas conscient, mais nous, c'est quelque chose qu'on cherche vraiment à savoir, en fait. OK. Dans la question que tu as posée, il y avait, parce que la question se retrouve dans le module QER, mais il y a Fanny Joussemet qui travaille à la QPC, entre autres, sur le comité des conseillers pédagogiques, fait plein de choses à la QPC. Elle a donné 3 références. Alors, je m'arrangerai pour aller collecter toute cette information-là et je la collerai dans le document de clavardage. Merci, Fanny, pour les informations que tu fournis. Donc, en vrac, bon, elle a donc 3 références et même une 4e référence là-dessus, à propos justement de l'impact de l'IA générative sur l'apprentissage. Il y a Marie Seilly qui pose la question, avez-vous tenté de prompter une personnalité sur caractère.ai ou autre? Et si oui, comment dealer avec les droits d'auteur de ces ouvrages que vous utiliseriez comme RAG? Je ne sais pas ce qu'est un RAG, si ce n'est pas du domaine public. Je suis peut-être pas certain de comprendre à 100% la question, mais moi, généralement, OK, il y a 2 distinctions à faire. Quand on utilise un outil comme ChatGPT, on peut lui demander de prendre la personnalité on va dire, d'un philosophe, là, Socrate, Aristote, peu importe. Donc, on peut interagir avec la personnalité en question. Quand on va sur caractère.ai, on n'a pas nécessairement besoin de demander donc à l'intelligence artificielle de prendre une personnalité parce qu'on recherche vraiment une personnalité spécifique. Fait que quand vous allez sur caractère.ai, vous allez rechercher, je dis tout le temps des philosophes, vous allez rechercher, mettons, vous voulez interagir avec Nietzsche, avec Friedrich Nietzsche, avec, je ne sais pas moi, avec Kant. Vous voulez interagir avec Aristote. Donc, vous tapez le nom du philosophe et vous pouvez directement interagir avec lui. Fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de lui demander de prendre un rôle. Après ça, au niveau du droit d'auteur, là, c'est là que j'ai peut-être j'ai peut-être moins bien compris la question. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes au niveau du droit d'auteur, en tout cas, si j'ai bien compris la question, là. Je ne sais pas si on peut peut-être préciser, là. Ben, elle dit, je reformule, si on souhaite que l'agent se base sur les productions et ouvrages de la personnalité, ces ouvrages sont soumis à des droits d'auteur. C'est la précision que Marie apporte. OK. Donc, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Autant que possible, peut-être, oui, on peut réutiliser ces informations-là, mais autant que possible, peut-être citer l'intelligence artificielle qui a été utilisée. Donc, demander à l'étudiant de peut-être partager la conversation qu'il y a eue via un lien ou peut-être de partager les requêtes qu'il a utilisées pour avoir les réponses de la part de l'intelligence artificielle, puis de explicitement dire, donc explicitement mentionner dans son travail, si c'est le cas, que l'intelligence artificielle a été utilisée. OK? Mais il ne devrait pas y avoir d'enjeu en termes de droit d'auteur à ce niveau-là. Là. Okay. 2 autres questions, Kevin, puis il nous reste 4 minutes. Il y a Christelle qui pose la question, au pluriel, quelles IGA, donc quelles intelligences artificielles génératives peuvent être pertinentes pour la correction des travaux des étudiants? Je sais que tu en as parlé tantôt un peu. Est-ce que tu peux peut-être répéter là, brièvement? Oui. Ben, ça dépend, tu sais, ça dépend. Est-ce que les travaux sont remis où, ces travaux-là? Parce qu'il existe un outil, premièrement, ça dépend c'est quelle discipline, puis ça dépend, bon, c'est où que ce travail-là est remis. Il existe un outil, ça s'appelle Brisk. OK, je vais peut-être mettre le lien tantôt dans le chat. Peux-tu l'écrire? Oui, je vais le mettre. Ça s'appelle Brisk Teaching. Je vais le mettre tout de suite. Okay. Mais ça fonctionne seulement avec Google Docs. Puis c'est le fun parce que quand les jeunes ils remettent une production, quand ils remettent un texte, l'intelligence artificielle est vraiment capable de. OK, c'est déjà écrit. Brisk Teaching. C'est ça, je l'ai écrit. Okay. C'est ça. L'intelligence artificielle est vraiment capable de rétroagir sur le travail de l'élève. Fait que le prof, il peut remettre, il peut intégrer, il peut importer sa grille de correction dans l'application, dans
dans l'extension, Brisk Teaching. Puis l'intelligence artificielle est capable de rétroagir, donc en fonction de la grille de correction que le prof a fournie. Sinon, il est aussi capable de rétroagir selon la méthode Glow, Grow and Wondering. Donc, c'est-à-dire, il est capable de fournir de la rétroaction en disant à l'étudiant c'est quoi qu'il a bien fait dans son travail, c'est quoi les pistes d'amélioration, puis comment il pourrait pousser plus loin son travail. Fait que ça, c'est un outil que je trouve super intéressant. Après ça, nous, à Sainte-Anne, on développe Emilia. Je ne sais pas si vous en avez peut-être entendu parler, mais ça, c'est beaucoup pour les langues, pour l'univers social aussi, mais donc pour les étudiants qui font de la rédaction de texte dans le cadre d'un travail, ben, c'est un outil qui permet de faciliter la correction, qui permet de sauver du temps pour les professeurs. Puis ça, éventuellement, ben, ça devrait être accessible en dehors du Collège Sainte-Anne. Mais sinon, voilà, c'est ça. Brisk, c'est vraiment moi, je trouve que c'est un super bel outil, mais ça demande que les jeunes utilisent un outil comme Google Doc. Est-ce que cette information-là se retrouve dans le document que tu as produit? Ben, je n'ai pas mis Brisk Teaching, mais si vraiment c'est nécessaire, je peux peut-être le rajouter. Là. Oh, non, c'est correct, là, mais parfait, il n'y a pas de problème. Mais sinon, avant, il y avait Magic School que je recommandais, mais maintenant, la version gratuite est tellement rendue limitée que je peine on va dire, à le recommander parce que ça reste que c'est quand même très limité. C'est ça. Okay. Fait que vraiment brisk, c'est l'outil de choix pour moi. Ouais. Parfait. Dernière petite question. Ça ne sera pas long. Est-ce que, bon, c'est Alpha Arzaté. Je pose ma question. Le dernier exemple présenté comme agent conversationnel, est-ce qu'il peut être lié avec Module, pouvant être lié avec Module, est développé par, un instant, Droxy? Est-ce que c'est développé par Droxy? C'est ça, c'est développé par Droxy. Donc, Droxy développe déjà des assistants virtuels, mais nous, on est en train de le peaufiner. Je ne sais pas, vous êtes conscient de la méthode socratique. Nous, on ne veut pas qu'il donne la réponse directement aux étudiants. On veut qu'il aide l'étudiant à réfléchir pour que lui-même il puisse trouver la réponse. Parce qu'en ce moment, les assistants virtuels qui sont développés par Droxy, ils donnent directement la réponse. Mais nous, on veut que ce soit pensé pour l'éducation. On ne veut pas que l'étudiant ait la réponse tout cuit, là. Fait que, oui, c'est développé par Droxy. C'est deux jeunes qui ont gradué de Polytechnique qui développent ça de leur côté, donc en collaboration avec nous. Et nous, on veut vraiment, donc, on fait une version qui est vraiment dédiée à l'éducation. On est obligé d'arrêter. J'aurais continué bien longtemps, mon cher. Je veux dire aux participants et participantes que vous allez recevoir donc le contenu épuré du clavardage, donc le contenu du clavardage qui porte sur l'atelier, le webinaire, de même que les questions qui ont été posées. Je te remercie énormément. Je pense que les gens ont bien apprécié, Kevin. Puis j'espère avoir le plaisir de te rencontrer soit dans un autre webinaire où tu auras évolué encore plus dans le domaine de l'intégration de l'IA, dans le domaine de l'éducation. Autrement, j'espère qu'on se verra au colloque de l'AQPC en juin prochain au Cégep de Sainte-Foy. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Merci. À la prochaine. Merci tout le monde.